Imaginez un peu. 48 heures. C'est tout le temps qu'il a fallu pour que les marchés de l'or et de l'argent s'effondrent complètement, balayant au passage les économies de millions de personnes. Alors la question, c'est comment un désastre pareil a-t-il pu se produire si vite? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter à l'étincelle qui a tout déclenché. Regardons les faits, c'est vertigineux. Tout commence ce vendredi 31 janvier 2026. D'un coup, l'or chute de 9%. L'argent, c'est encore pire, moins 27% en une seule journée. Le week-end arrive, les marchés ferment, tout le monde retient son souffle. Et le lundi matin, le carnage recommence. L'or perd encore 8% et l'argent s'effondre de presque 15% de plus. Une véritable hécatombe financière en un seul week-end. Alors qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Une guerre? Une catastrophe naturelle? Non, non. En fait, tout ce séisme financier a été déclenché par une seule annonce. La nomination par le président Donald Trump d'un nouveau patron pour la Réserve fédérale américaine. C'est tout. Une seule décision et le système a vacillé. Bon, pour vraiment piger pourquoi cette nomination a eu l'effet d'une bombe, il faut comprendre le décor. Ça faisait des mois qu'il y avait une véritable guerre ouverte, un conflit très public entre le président et le chef de la Fed de l'époque, Jerome Powell. Et le sujet de la discorde, c'était les taux d'intérêt. Trump, lui, voulait des taux d'intérêt plus bas. Et il avait ses raisons. D'abord, la dette américaine était colossale, plus de 36 000 milliards de dollars. Des taux bas, ça veut dire que l'État paye moins cher pour emprunter. Logique. Ensuite, il voulait compenser l'inflation causée par ses propres droits de douane de 15%. Et enfin, l'objectif classique, rendre l'argent moins cher pour que les entreprises et les gens consomment et que l'économie tourne à plein régime. Mais en face, il y avait Powell. Et Powell, lui, il freinait des 4 fers. Sa mission numéro 1, c'est de garder l'inflation sous contrôle. Et il avait une peur bleue que baisser les taux relance la machine infernale, un peu comme la douloureuse flambée à plus de 9% qu'on venait à peine de subir. Pour lui, la stabilité des prix passait avant les désirs politiques de la Maison-Blanche. Et c'est là, au milieu de ce bras de fer, que Trump sort son candidat, Kevin Warsh. Sauf qu'au lieu de clarifier les choses, ce choix a plongé tout le monde dans une incertitude encore plus grande. La question était sur toutes les lèvres. Mais qui est vraiment ce type? Et voilà le cœur du problème. D'un côté, Warsh avait publiquement critiqué Powell, laissant entendre qu'il baisserait les taux comme le voulait Trump. On se dit, ok, c'est une colombe. Mais de l'autre côté, toute sa carrière, il a été un faucon, un dur, un obsédé de la lutte contre l'inflation, prêt à monter les taux très haut s'il le fallait. Alors, colombe au faucon, personne n'en avait la moindre idée. Et ça, pour les marchés, ça change tout. Avant l'annonce, la question c'était de combien les taux vont baisser. Après l'annonce, la question est devenue est-ce qu'ils vont seulement baisser ou est-ce qu'ils vont monter? Cette incertitude totale a brisé le consensus. Dans le doute, les investisseurs ont fui les actifs risqués comme l'or pour se réfugier dans la sécurité du dollar. Mais attention, cette histoire de nomination, ce n'était que l'allumette. Pour comprendre comment une petite étincelle a pu provoquer un incendie pareil, il faut qu'on parle du baril de poudre sur lequel tout le monde était assis. Le vrai coupable, c'est l'effet de levier financier. Qu'est-ce que c'est l'effet de levier? En gros, c'est très simple. On utilise de l'argent emprunté pour investir beaucoup plus que ce qu'on possède réellement. L'objectif, bien sûr, c'est de multiplier les gains. Le gros problème, c'est que ça multiplie aussi les pertes et de façon spectaculaire. Voyons un exemple concret. Alors, imaginons, on veut acheter pour 100 000 $ d'or. Sauf qu'on n'a que 10 000 $. Pas de problème. On met ces 10 000 $ sur la table, c'est ce qu'on appelle la marge, et le courtier nous prête les 90 000 qui manquent. Et voilà, avec seulement 10 000 $, on contrôle une position de 100 000. Si tout se passe bien, c'est magique. Disons que l'or prend 10%. Notre position vaut maintenant 110 000 $. On rembourse le prêt de 90 000 plus un peu d'intérêt. Et il nous reste un bénéfice de près de 9 500 $. Pour une mise de départ de 10 000. C'est un retour sur investissement de 95%. C'est le côté pile de l'effet de levier. Mais maintenant, le côté face, le scénario cauchemar. Le prix de l'or baisse de 10%. La position ne vaut plus que 90 000 $. Le problème, c'est qu'on doit toujours rembourser les 90 500 du prêt. Non seulement on a perdu la totalité de nos 10 000 $, mais en plus, on se retrouve avec une dette. C'est la destruction par l'effet de levier. Et c'est exactement ce scénario cauchemardesque qui s'est produit à une échelle massive en janvier 2026. La baisse initiale des prix a déclenché un effet domino dévastateur qu'on appelle les appels de marge, et c'est ça qui a transformé une simple chute en effondrement incontrôlable. L'appel de marge, c'est le coup de fil que tout investisseur redoute.
Le courtier dit en substance « Votre investissement a tellement chuté qu'il ne garantit plus votre prêt. Soit vous remettez de l'argent sur votre compte, tout de suite, soit on est obligé de tout vendre pour se rembourser. » Et c'est là que la spirale infernale s'enclenche. La baisse des prix déclenche des appels de marge. La plupart des gens n'ont pas l'argent pour payer, donc les courtiers vendent leurs actifs en masse, de force. Ces ventes massives inondent le marché, ce qui fait baisser les prix encore plus. Et ça, bien sûr, ça déclenche de nouveaux appels de marge. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Et comme si ça ne suffisait pas, les courtiers eux-mêmes, pour se protéger, ont augmenté les exigences de marge pendant le week-end. Ça veut dire que le lundi, les investisseurs devaient trouver encore plus d'argent pour ne pas être liquidés. Ça a provoqué une deuxième vague de ventes forcées qui a rendu le crash encore plus violent. Au final, toute cette histoire, au-delà des chiffres et des mécanismes, nous enseigne une leçon fondamentale sur le risque. Une leçon qui a été répétée maintes et maintes fois par les plus grands investisseurs de l'histoire. Warren Buffett a dit un jour une chose terrible de vérité. L'effet de levier est le seul moyen pour une personne intelligente de faire faillite. Même en étant brillant, cet outil peut nous détruire. C'est dire à quel point il est puissant et dangereux. Son partenaire de toujours, Charlie Munger, avait une version plus imagée, mais tout aussi percutante. Il disait qu'il y a 3 choses qui peuvent ruiner un homme intelligent: l'alcool, les femmes et l'effet de levier. Ça place bien le niveau de danger. La morale de ces 2 sages est donc assez simple. Si on est vraiment malin en investissement, on n'a pas besoin de l'effet de levier pour réussir. Et si on ne l'est pas, il faut surtout ne pas y toucher, parce que c'est une recette pour le désastre. Cette histoire du crash de 2026 est finalement une piqûre de rappel. Un rappel brutal des dangers de la spéculation quand elle est nourrie par la dette. Et ça nous laisse avec cette question, la même après chaque bulle qui éclate. Est-ce que les marchés et les gens qui les animent finissent un jour par apprendre ? L'histoire, malheureusement, a tendance à se répéter.